Bonjour à tous et bienvenue. C'est déjà ce matin la dernière journée de la semaine de la FAD 2024. Je m'appelle Sarah Dumais-April et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonjour à tous nos participants. J'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fait gris à la Pocatière, mais qu'il fait soleil chez nous, effectivement. Puis c'est drôle parce que je me disais justement pendant notre décompte que lundi matin à notre conférence d'ouverture, j'avais exactement le même type de soleil. Donc, on commence, on finit bien la semaine comme on l'a bien commencé. Je ne sais pas comment vous vous sentez de votre côté. Moi, je vous avoue que j'ai un petit sentiment de nostalgie. C'est notre dernier coup d'envoi à donner pour une belle et grosse organisation. Merci d'être avec nous ce matin. J'aimerais savoir, là, dans la discussion, si vous voulez nous partager peut-être un petit coup de cœur, quelque chose que vous avez apprécié cette semaine. On est dans la journée où justement on fait un beau retour sur tout ce qu'on a vécu. Donc, je vous invite dans le clavardage à aller nous mentionner un coup de cœur. J'ai envie de vous lire. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Ça peut être un mot, ça peut être une conférence, un atelier auquel vous avez assisté, ça peut être une personne. Donc, on nous dit toutes les activités et conférences sont intéressantes et enrichissantes. Oui, c'était une belle semaine, hein? On se sent tout plein, tout énergisé. On a plein de belles idées, plein de belles perspectives qui viennent quand on assiste à des belles semaines de développement professionnel comme ça. Quelqu'un qui me dit, j'ai beaucoup aimé le partage des guides hier. Donc, oui, effectivement, tellement de belles activités. IA plus tous vos sourires et énergie, les guides, moi aussi. Il y en a beaucoup. Conférence de Monsieur Alain, celle de Chantal Bois, variété des ateliers, des discussions. Donc, merci beaucoup de me partager tout ça. On y est, vendredi matin, 9 heures, conférence de clôture et elle sera bien en lien avec notre thématique de la semaine qui est un paysage éducatif en mouvement. On retrouve Bruno Delièvre de l'Université de Mons qui va nous présenter 5 tendances innovantes et leur impact sur la formation à distance, donc intelligence artificielle, réalité virtuelle, badge, sobriété et communauté de pratique. Alors, Bruno Delièvre a d'abord été instituteur dans une école fondamentale, puis chercheur et ensuite assistant au sein de l'unité de technologie de l'éducation de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'Université de Mons. Il y a présenté en 2000 sa thèse de doctorat sur l'effet de différentes modalités de tutorat sur l'usage d'outils d'aide dans un dispositif d'apprentissage à distance. Il enseigne dans cette université depuis 2006, toujours au sein de la FSE, dans les domaines de la pédagogie et de la didactique. Bonjour, Monsieur Delièvre, vous allez bien? Bonjour, oui, je vais très bien, merci. Il fait ensoleillé aussi un petit peu chez nous après la pluie. Oui, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous souhaite très bien un bon matin, comme j'ai souhaité à tous nos participants, mais si je ne me trompe pas, on est l'après-midi chez vous, hein? Oui, il est 15 heures. Oui, parfait. Mais merci d'être avec nous. Je vous laisse débuter votre conférence dans quelques secondes. Je veux simplement vous rappeler qu'on a René Bélanger et Caroline Richer à la modération, ainsi que Julie Belland à la régie. Donc, n'hésitez pas à nous laisser questions et commentaires dans le clavardage. De notre côté, notre équipe va prendre tout ça en note et on se retrouvera à la fin pour une belle période de questions. Vous pourrez nous poser autant vos questions à l'écrit qu'à l'oral. Donc, merci beaucoup, Monsieur Delièvre. Je vous souhaite une bonne conférence de clôture. Merci à vous de m'avoir invité. Je vais partager mon écran. Voici, voilà. Et en mode affichage, est-ce que vous me voyez et vous m'entendez convenablement? Est-ce que tout fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. D'accord, parfait. Voilà. Eh bien, donc, 5 enjeux pour la formation à distance. Donc, après, je pense que tous et toutes, vous avez déjà entendu parler de ces sujets, mais c'est une manière sans doute particulière de les présenter, puisqu'en fait, ce sont ceux qui sont le reflet du travail dans mon équipe. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est montrer que dans une communauté éducative, eh bien, c'est aussi le travail d'équipe qui importe. Et donc, je vais, voilà.
voilà, l'équipe présentée de façon un peu originale. Vous allez retrouver leur nom à différents endroits de cette présentation. Alors, la première chose, évidemment, c'est réfléchir à ben, ce qu'on peut entendre très rapidement. Je ne vais pas du tout vous faire de leçons par rapport à ça, ce qu'est la formation à distance. Euh, un mode d'apprentissage répandu et spécifique. Clairement, ce qu'on véhicule auprès de nos étudiants, c'est qu'apprendre à distance, et vous le savez bien mieux que moi encore, c'est plus que transmettre de l'information et que trois éléments essentiels sont l'idée du scénario pédagogique, la scénarisation, comme celle d'un film, celui de l'activité de l'apprenant est essentielle. Justement, cette activité, c'est que fait-il? Et la dimension humaine au travers de la présence sociale qui est indispensable quand on parle de distance, on n'imagine pas que, on va dire, la présence est aussi nécessaire, on va dire, alors que le terme nous laisserait penser que ce n'est pas le cas. Scénarisation, je fais Monsieur référence là à... Lelièvre? Oui, Oui, Monsieur oui, Lelièvre? C'est Christian. oui. Votre présentation, on voit la section présentateur et non la section diapositive. Peut-être juste changer pour qu'il y ait un D'accord. meilleur Alors, visuel. comment se fait-il? Je passe de l'autre côté. Oui, vous voyez. Que, que puis-je faire? Vous Je vais pouvez juste cliquer passer... en haut sur Basculer, ouais, voilà, basculer, c'est comme, ça. comme Là, voilà. ceci. Ouais, c'est bon. Merci Voilà, beaucoup. d'accord. Ok, Parfait. excusez-moi. Excellent. Bonne Voilà. poursuite. Donc, merci, pardon, excusez-moi. Donc, premier point, la scénarisation. Et nous, on aime bien ce système de scénarisation-ci où on se pose la question de que fait l'individu qui peut être à distance, que fait l'équipe qui est le petit groupe qu'on a rassemblé, qui peut être lui en présentiel? Que faisons-nous avec le groupe classe qui, lui, de nouveau, peut être à distance ou en présentiel? Et donc, cette réflexion qui part du plus individuel au nombre le plus important, eh bien, c'est comment positionne-t-on nos activités sur ces lignes du temps? Et donc, je fais référence à cet ouvrage de Pierre Dillembourg concernant cette manière d'orchestrer les séquences pédagogiques pour définir comment les scénarios vont pouvoir se mettre en place. Deuxième élément, le tutorat. Donc, quel apport du tutorat? On sait que c'est indispensable d'avoir ces liens socio-affectifs, ces liens qui lient les gens les uns avec les autres. La thèse de mon collègue Jean-Jacques Quintin a mis en évidence que si on demande à un tuteur d'opter pour une modalité spécifique de tutorat organisationnel ou pédagogique ou social-affective ou proactive ou réactive, eh bien, en fait, on observe que le meilleur gain va être obtenu par ceux qui bénéficient du plus grand, euh, enfin, du tutorat qui est centré sur les modalités socio-affectives. Donc, l'importance du socio-affectif, du social motivationnel dans le tutorat nous paraît être quelque chose d'indispensable par rapport auquel nous avons envie d'insister. La formation à distance aujourd'hui, je reprends là une infographie d'un de vos compatriotes, Alexandre Chenette. Il dit bien, c'est mobile, on fait des choix, il y a des contenus variés, etc., etc., etc. Et donc, ce que nous avons voulu rajouter, c'est ces différentes dimensions-ci. Et si on intègre l'intelligence artificielle, et si la réalité virtuelle faisait partie de ces scénarios, si les communautés de pratique étaient aussi une forme d'extension ou à la base de ces formations à distance, si les évaluations, les reconnaissances, la valorisation de ce qui est fait étaient traduites par des badges numériques, eh bien sans doute que nous aurions une formation à distance qui peut évoluer tout en respectant l'environnement à partir du moment où on prend en compte ce qui touche à la sobriété numérique. Et donc, l'idée de ce que nous allons présenter ici, c'est vraiment réfléchir à la manière dont ces cinq points, ces cinq innovations, mais bon, en soi, ce ne sont pas des innovations nécessairement, mais c'est la manière dont on peut les positionner par rapport à la formation à distance qui va nous intéresser ici. Donc, ces cinq points, je n'y reviens pas. Le premier, l'intelligence artificielle. Alors, évidemment une question qu'on se pose tous quand on traite de cette question-là, l'intelligence au singulier ou des intelligences. Et j'imagine que vous tous ici
Si on vous posait la question, vous auriez un millier de choses à dire sur ce qu'est l'intelligence avec ou sans S. Je vous conseille, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, l'ouvrage de Daniel Handler concernant cette double énigme entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Euh, Qu'est-ce qui est énigmatique dans l'une et dans l'autre? Et c'est passionnant, de le lire pour bien comprendre. Un des mots-clés, qui revient dans ce livre, c'est l'interaction. L'intelligence se développe dans l'interaction. Et on voit bien qu'une formation à distance, ça ne peut être qu'avec interaction. C'est pas dans un sens, que ça soit un sens de réception ou un sens d'émission. C'est l'interaction entre les deux, et c'est quand il y a interaction qu'il y a intelligence. L'intelligence artificielle, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle faible, l'intelligence artificielle forte. On sait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle faible, qui n'est déjà pas si faible que ça, elle est effective, mais que l'intelligence artificielle forte, une IA consciente qui serait indépendante et qui ferait ce qu'elle souhaite quand elle le souhaite, ça c'est de la science-fiction. Il n'empêche, la science-fiction, c'est ce qui avançait. L'homme est allé sur la Lune parce qu'un jour, il a rêvé, dans ses idées les plus folles, d'aller sur la Lune. Donc, peut-être un jour, en tout cas, les experts ne sont pas pleinement d'accord sur le fait que c'est près d'arriver. ChatGPT et autres, IA générative, non générative, quelle est la différence? Ben, l'IA non générative, elle existe depuis longtemps, elle fait des calculs très savants, très poussés, très rapides. C'est une aide à la décision, mais ce n'est pas une création de sa part, ce n'est pas une production. C'est ça qu'apporte l'intelligence générative, c'est cette capacité de produire à partir de nos textes, de nos images, des choses différentes. Et donc, c'est un monde complètement différent de l'intelligence artificielle que nous avons découvert. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ben, de tout temps, la question s'est posée, qu'est-ce qui remplace quoi? Est-ce que, on perd, en passant de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'imprimerie, de l'imprimerie au numérique, du numérique à l'intelligence artificielle? Moi, je considère que c'est une évolution. C'est l'évolution. Certains disent une révolution. Je pense que l'évolution est le terme le plus exact parce que nous évoluons avec notre monde, à la vitesse où on peut, évidemment, où c'est possible. Mais voilà, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut imaginer ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans nos parcours de formation à distance? Ben, cette adaptation des parcours en temps réel, c'est cette possibilité à un moment donné de pouvoir être orienté vers un choix qui va nous faire suivre un parcours qui est plus approprié à notre profil. On le voit ici, hein, différents profils, et en fonction de ces profils, eh bien, on va avoir des indications qui vont être différentes. Et donc, pour arriver à des objectifs similaires, on peut arriver par des chemins différents, mais peut-être qu'on arrive aussi à des objectifs très différents par des chemins très différents. Et je pense qu'on peut tous imaginer ce que ça peut avoir comme puissance. L'assistance virtuelle, et là je vais m'y arrêter un peu, des systèmes intelligents qui discutent avec les étudiants, question des chatbots, du tutorat one-to-one, qu'on sait être très performant. Au niveau des chatbots, nous avons développé, ah, au niveau de mon service, avec mes collègues que vous voyez cités ici en dessous, un chatbot qui s'intègre dans l'interface de Teams que nous utilisons avec nos étudiants et qui permet à nos 700 étudiants de première année de bachelier de pouvoir poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur plein de choses en fait. Voilà, on a estimé que c'était important parce que nous n'étions pas capables de leur répondre à autant de questions aussi rapidement. Et donc, on a mis en place ce chatbot en disant bien qu'il travaille avec un robot et pas avec un être humain. Et donc, il faut bien faire la différence entre l'humain et la machine. Ça nous paraît aussi important. Alors, on a fait une analyse concernant l'utilisation de ce chatbot. D'abord, il n'était pas il n'était pas obligatoire à être utilisé. Sur 443 étudiants qui ont répondu à notre questionnaire, seuls 20% l'ont utilisé effectivement. Et dans ces 20%, la majeure partie d'entre eux l'utilisent pour des questions plutôt de sens du cours. Donc, ils l'interrogent vraiment sur le contenu du cours. Alors que pour le reste, c'est surtout de la technique et de la logistique.
Donc, c'est interpellant de se dire que quand ils interrogent le chatbot, c'est vraiment pour l'interroger sur des sujets qui sont ceux du cours. En termes d'appréciation, on voit que le, le plus grand nombre d'étudiants, enfin que un grand nombre d'étudiants estiment que c'est efficace, hein, utilisable. Enfin, on voit que toutes les valeurs, en tout cas, sont vraiment positionnées vers des valeurs maximales, que ce soit par rapport à l'utilité, à l'expérience vécue, etc. Donc, on peut être très satisfait, je crois, mais s'interroger sur le fait que d'une part, il y a eu peu d'utilisateurs, mais d'autre part, que ces utilisateurs l'ont utilisé vraiment dans une optique très cognitive. Tutorat one-to-one, vous connaissez tous Benjamin Bloom et son fameux article qui traite du Two Sigma Problem. Hein, vous connaissez tous cette courbe de Gauss qui verrait les enseignants évaluer et faire échouer toujours à peu près la même proportion d'étudiants, quelle que soit la qualité des étudiants. Benjamin Bloom a mis en avant que si on utilisait le Mastery Learning, on pouvait arriver à des résultats qui pouvaient être bien meilleurs, et a mis en évidence que si on avait un tutorat one-to-one, hein, la taille des faits était celle qui apportait le plus de bénéfices. Aujourd'hui, euh, d'autres, Salman Khan, d'autres collègues, disent très clairement qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à suivre, faire discuter l'étudiant, l'élève avec un tuteur, voilà, qui est fait d'intelligence artificielle et qui va pouvoir assurer cet accompagnement one-to-one. Et donc, serait-on à l'aube de cette réussite la meilleure possible pour le plus grand nombre des élèves? En tout cas, c'est excusez-moi, un espoir que l'on peut avoir concernant cette intelligence artificielle. Donc, on en était à cette idée de tutorat et de discussion avec les étudiants. Et le troisième point par rapport à l'intelligence artificielle, ce serait cette détection des difficultés. Les logiciels prédictifs pour un soutien sur mesure. Un article de mes collègues à ce sujet-là. Et dans le cadre d'un MOOC que nous avons créé, trois prédicteurs, le degré de couverture du contenu dans le forum, le nombre de tentatives de test et le degré d'intensité des lectures de capsules, se sont révélés comme étant les trois éléments qui étaient ceux qui, combinés, assuraient la meilleure réussite des étudiants. Donc, sans doute, à partir du moment où nous pouvons définir un certain nombre de prédicteurs, ben, peut-on insister sur ceux-ci pour favoriser ces usages-là par les participants de façon, dans le suivi que j'évoquais tout à l'heure des parcours, peut-être leur permettre de suivre le chemin qui va les mener à la meilleure réussite possible. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé et donc parler beaucoup fait que je dois un peu me rassasier. Deuxième point, la réalité virtuelle. Vous savez ce qu'elle est. Alors, on parle de réalité virtuelle augmentée, réalité mixte, hein, cette idée d'immersion. La réalité virtuelle qui remplace, augmentée, qui se superpose et mixte, qui ferait les deux. Alors, dans ce cadre-là, évidemment, il y a beaucoup de buzz technologique à ce sujet-là et ces deux-ci doivent sûrement vous parler par rapport aux technologies associées à cette réalité virtuelle. Ce qui nous intéresse, ce sont ces environnements immersifs. Et dans le cadre d'une collaboration avec un collègue de la faculté de biologie, souhaitais vous montrer ce qu'il avait développé. Alors, on va passer rapidement sur cette vidéo. Voilà donc des bureaux de l'Université de Mons. On trouve le casque Oculus. Et dans cet environnement biologique,
donc cette mouche, on peut l'analyser sous tous les angles. On peut aller, en cochant un certain nombre d'options, identifier toutes ces zones internes et aller isoler des informations sur le système. Et donc ça existe pour toute une série de ces animaux qu'ils ont développés selon le même modèle. Alors, ce qui nous a intéressé, euh, c'est de réfléchir à, OK, mais en termes d'apprentissage, qu'est-ce que ça permet à des élèves de développer? Est-ce que les élèves qui utilisent la réalité virtuelle vont progresser dans la représentation graphique? Est-ce que cette représentation, est-ce que cette évolution, cette progression diffère selon que c'est la réalité virtuelle, selon que c'est l'observation d'une image de la mouche, d'un objet en 3D représentant cette mouche? Euh, des enfants de 6 ans ont été soumis, on va dire, à cet environnement, et vous les voyez là se mouvoir dans cet environnement. Et puis, vous voyez ici les résultats. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que, a priori, ils dessinent une mouche 6 ans de façon assez basique, qu'une fois qu'ils ont utilisé soit le casque, dans ce cas-ci, c'est le casque, ils ont déjà une représentation de cet animal qui est beaucoup plus précise, et que si vous leur demandez à plus long terme de le dessiner, cette représentation, c'est encore élaboré de façon plus fine. Et donc, qu'est-ce qui nous intéresse avec ça? Eh bien, en fait, c'est le fait de se dire que pour étudier des environnements qui sont très précis, en fait, sans doute faut-il y être immergé et surtout faudrait-il qu'il y ait un accompagnement pédagogique à l'intérieur de ces environnements virtuels. Et donc, ce que nous sommes occupés à développer avec mon collègue en biologie, c'est le fait de pouvoir intégrer dans l'environnement virtuel des parcours et des questionnements qui donc vont aider les élèves à suivre un parcours spécifique et à mieux apprendre sans doute en fonction d'un certain nombre de besoins qu'ils ont dans cet environnement. Troisième élément par rapport à l'utilisation de la réalité virtuelle, créer des classes virtuelles. Alors, c'est un peu petit, je vous le concède, c'est un environnement qui s'intitule Gathertown. Et donc, pour faire de la commodalité, vous voyez qu'on a les vidéos des personnes qui sont ensemble, soit complètement à distance, soit regroupées dans un même local avec une caméra 360 qui se positionne en fonction de là où le qui s'exprime. Et vous allez voir le mouvement qui se déroule dans la salle, qui sont donc des gens qui sont dans l'environnement virtuel, et en même temps, la possibilité pour ceux qui sont en présentiel et en commun de pouvoir eux aussi échanger, que ce soit entre eux en présentiel ou avec ceux qui sont en distanciel dans un espace. Et donc, c'est vraiment une combinaison de tous les mondes, on va dire, qui permet de travailler en groupe malgré la distance. Et nous avons des étudiants qui n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer aisément parce qu'ils travaillent par ailleurs. Et donc, ils ont besoin d'avoir cette souplesse. Je peux venir et je peux choisir mon endroit et ma modalité. Et on arrive aujourd'hui à créer des choses comment dire, très sociales, c'est-à-dire avec un vrai lien qui se crée entre les gens, alors qu'en fait, on est dans des univers qui peuvent paraître très différents. Troisième point, la communauté de pratique. Alors, depuis longtemps, les communautés de pratique ont été définies, hein. Soit euh, il y a une intentionnalité du rassemblement qui est de faible à forte, et il y a une force du lien social qui part du simple regroupement vers le groupe hautement cohésif. Et la communauté de pratique se situe au sommet, on va dire, de ces deux dimensions. Ce sont des groupes hautement cohésifs et avec une intentionnalité qui est forte. Communauté d'intérêt, ça va être plus partiel. Quand c'est finalisé, ben, ça l'est un peu plus longtemps. Communauté d'apprenants, oui, mais après les cours, après l'université, est-ce qu'on devient une communauté de pratique? Voilà. Et je pense que dans l'enseignement à distance, on vit toutes ces formations, toutes ces conditions-là. Et donc, à un moment donné, est-ce que de la communauté d'apprenants qui s'est constituée, on va constituer une communauté de pratique. Ce groupe de personnes qui ont des profils très divers, c'est ce qui nous arrive, nous, dans notre formation, dans nos formations, qui partagent cet intérêt commun, lié ou non à une profession, ils se réunissent
de manière régulière et pérenne, c'est ça surtout. Ils échangent, ils partagent leurs expériences quotidiennes, les ressources, ils explorent de nouvelles perspectives, dans le but d'approfondir leurs connaissances, compétences dans le domaine et d'améliorer leurs pratiques. C'est la définition de ma collègue Sabrine Ousni qui travaille euh, sa thèse sur ce sujet-là. Donc, on voit bien comment toutes ces dimensions sont articulées, on comprend bien l'objet, on comprend bien l'impact que cela peut avoir. Partage de ressources, des espaces en ligne, comme lieu de partage pour les enseignants. Vous connaissez sans doute ces logiciels de veille ou de compilation d'informations, hein, Scoopit et Wakelet, qui permettent de créer des collections d'informations recueillies sur le web ou dans votre ordinateur, de les stocker, les collationner pour vous, mais aussi de les partager avec d'autres. Et donc, c'est ça surtout, c'est non seulement on les catégorise pour soi-même, mais en plus, on peut les partager avec les collègues qui sont intéressés. Donc, voilà. Ça crée une communauté de pratique parce que, bon, après, elle est à distance et les gens ne se voient peut-être pas nécessairement, donc on peut discuter, mais en tout cas, en termes de mise à disposition de ressources communes, ça me paraît être quelque chose d'intéressant. Créer du support et du mentorat, des groupes de soutien virtuels, essentiels pour l'entraide. De nouveau, le côté social qui ressort. Comment aujourd'hui on est aidé par ceux qui peut-être ont déjà vécu l'expérience ou qui simplement sont soucieux de notre manière de, de vivre dans cet environnement et de nous y développer. Et enfin, cette idée d'innovation collaborative. Se réunir dans une communauté, oui, mais pourquoi? Et donc, dans le cadre d'un certificat que nous avons développé, il y a une communauté de pratique qui a été mise en place. Et cette communauté de pratique, elle a des objectifs bien précis, c'est-à-dire que tous les X mois, elle produit un document qui est le fruit de sa réflexion sur trois, quatre périodes qui sont définies. Et la communauté a un objectif et crée quelque chose, fait une production. Donc, elle ne se réunit pas pour se réunir, elle se réunit aussi dans un objectif très précis. Et sans doute que c'est l'objectif qui fait la qualité de la réunion, je veux dire. Dans ce schéma assez complexe de Charlier et Armorital, euh, ma collègue Sabrine, que j'ai évoquée tout à l'heure, va travailler sur trois dimensions. Qu'est-ce qui fait que ces personnes entrent dans la communauté de pratique? Pourquoi? Euh, Comment sont-elles participantes? Que peut-on dire de leur participation? Et surtout, c'est ça qui nous intéresse dans une faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, c'est qu'est-ce qui va faire enfin, que ces personnes apprennent. Donc, pourquoi viennent-elles? Comment participent-elles? Et surtout, quelle est la dynamique qui se met en place pour que l'apprentissage puisse se faire? Et ça nous paraît crucial. L'objectif est bien de produire, on l'a vu tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on apprend et pourquoi est-ce que ce fait d'apprendre nous fait revenir et rester dans ces communautés de pratique? Et ça, je trouve que c'est très intéressant dans ce dispositif à distance de mettre en avant ces différentes considérations. Nous passons au quatrième point, qui est celui des badges que vous connaissez sûrement, hein. Donc, badge numérique, il y a des données basées sur des preuves. On peut compiler et empiler ces badges. C'est libre et ouvert. Et surtout, c'est transférable, hein. De l'université, du lycée, on peut aller utiliser ces badges pour postuler à un emploi quelque part. Alors, trois schémas par rapport à la manière d'utiliser les badges. Le schéma traditionnel, il se passe quelque chose et je délivre un badge à des bénéficiaires. C'est le schéma le plus connu, le plus répandu. Un schéma plus dynamique. Je suis à une formation, je demande un badge. On va me dire, OK, mais justifie pourquoi tu demandes ce badge. Euh, je vais soumettre ma demande qui sera validée et j'aurai un badge qui va m'être délivré. Il y a une communauté derrière qui va valider ce que je souhaite demander comme badge. Et puis on a le schéma émancipateur, c'est l'individu qui possède un certain nombre de preuves,
de liens, de production, de documents, qui pense qu'il peut s'octroyer un badge parce qu'il juge qu'il est compétent dans une certaine matière, et il va se l'attribuer, et un père, des pairs vont l'endosser, ça veut dire qu'ils vont dire, effectivement, moi je suis d'accord avec le fait que cette personne soit compétente comme elle a envie de le signaler elle-même. Et plus on aura de pairs qui valident ce que nous disons de nous-mêmes, plus il y a des chances que ça soit vrai et que ces compétences soient bien celles de l'individu et surtout qu'elles soient durables. Dans le cadre de la formation du certificat universitaire NUMEFA que nous avons développé, nous utilisons différents types de badges que nous avons, euh, auxquels nous avons donné une forme et une couleur particulière. Alors, il y a des badges de compétences, on va dire, qui sont essentiels. Si vous avez un certain nombre de compétences, vous aurez la certification. Ça, c'est le badge ultime, on va dire, suite à la certification. Mais on peut vivre des expériences. J'ai assisté à une conférence. J'ai organisé un cycle de communauté de pratique. J'ai découvert la communauté de pratique. Euh, je, voilà où j'en suis dans mon parcours. Je suis à l'étape 1, l'étape 2, etc. Et les badges qu'on peut s'auto-octroyer. Donc, selon qu'on veut, qu'on veut être reconnu pour ses compétences, son expérience, son appartenance à une communauté, son évolution dans un parcours, sa validation d'acquis et des compétences que peut-être nous avons envie de nous attribuer, eh bien, il existe une série de badges qui permettent de faire cela. Et donc, c'est très responsabilisant pour la personne de pouvoir travailler dans ce sens-là. Plusieurs cours dans lesquels on développe ces notions de badge, hein, le NUMEFA que je viens d'évoquer, des cours de master chez nous en sciences de l'éducation, et alors un MOOC qui est ouvert à tous, effectivement. Un guide qui a été mis en place concernant l'évaluation par les badges dans le cadre de ces formations à distance. Je ne vais pas vous en faire le détail. Et ici, un résultat qui est assez intéressant dans le cadre de la manière dont le MOOC a mis en œuvre ces différents badges. Et ici, ce que l'on voit, c'est le ratio entre le nombre de tests, donc d'autotests, qui ont été réalisés par participant, et le nombre de participants par la formation. Ce que l'on voit, c'est qu'en rouge, en plus rouge, ce sont ceux qui ont utilisé des badges, et on voit que dans tous les cas de figure, ils se sont beaucoup plus autotestés quand ils avaient des badges que quand ils n'avaient pas de badge. Donc, le fait de d'être valorisé, d'être reconnu au travers de l'octroi de badge, fait qu'il s'autoteste et on sait que l'autotest est une des variables sensibles qui permet de développer un certain nombre d'acquérir un certain nombre de connaissances, de développer un certain nombre de compétences. Les badges peuvent valider les compétences. On a vu le badge de certification, c'est un méta-badge, et il faut qu'il y en ait d'autres avant que celui-là ne soit octroyé. Les badges sont portables et visibles, on peut les partager. Hein. Comment intégrer son badge sur LinkedIn? Voilà. Vous avez un badge, et bien, vous pouvez le rendre visible par des futurs employeurs, des futurs collègues, etc. La motivation continue. Les badges encouragent, comme on l'a vu avec les résultats de recherche tout à l'heure, la progression dans l'apprentissage. Les différents types de badges, eh bien, en fait, motivent l'individu dans sa progression, dans son évolution, dans son envie d'aller plus loin dans son apprentissage. Et nous en venons déjà à notre dernier point, celui de la sobriété numérique. Alors là, je fais référence aux travaux de ma collègue Sarah Descamps, qui travaille, si vous tapez sur les réseaux Sarah Descamps sobriété numérique, vous allez voir le nombre de productions qu'elle a déjà réalisées sur le sujet. Et voilà donc des constats qu'elle a pu collationner, parce que ce n'est pas elle nécessairement qui a tout calculé, mais en tout cas, elle a recueilli ces informations. Le numérique, c'est 4,2% de l'énergie primaire consommée par l'humanité, 5,5% de l'énergie produite. Si le numérique était un pays, il aurait environ 2 à 3 fois l'empreinte environnementale de la France. 2 à 3 fois. Donc, vous imaginez
ce que ça occasionne que d'utiliser le numérique sans réfléchir à sa sobriété. Qu'est-ce que la sobriété numérique? Ben, c'est plein de choses. On entend plein de mots qui tournent autour de ces termes. Hein, low-tech, éco-conception, numérique responsable, éco-design, écologie. Bon. Donc voilà, vous avez sûrement pardon, entendu tous ces termes déjà évoqués, mais allons plus loin. Et donc, que doit-on faire? Une utilisation raisonnable, raisonnée. Une conscientisation à l'impact des usages numériques. Est-ce que dans nos formations, nous y pensons? Le développement de gestes éco-responsables. L'adoption d'une posture de sobriété numérique. Voilà donc différentes choses que nous pouvons mettre en place. Donc trois axes qui sont documentés. Sensibiliser l'impact de nos vies de vie numérique sur l'environnement. Est-ce que dans la formation à distance, nous sommes conscients de cet impact? L'axe 2, le numérique au service de la transition écologique. Est-ce qu'il existe des formations à distance qui traitent de cette question de la transition écologique, des solutions pour protéger l'environnement? Et puis, la manière ultime, on va dire, c'est de pratiquer la sobriété numérique. Donc, c'est utiliser de façon responsable ces technologies. Il existe des solutions numériques hein, aujourd'hui. Ne pas croire que le numérique n'est que en la défaveur de l'environnement. Travailler sur les smart cities, les maisons intelligentes, la voiture électrique. Voilà, je pense qu'il y a toute une série de domaines dans lesquels le numérique est une réelle aide à, la, à une manière de gérer efficacement nos énergies. Les 5 R, pour se positionner concernant cette sobriété numérique. Refuser. Il y a des usages qui sans doute ne doivent pas être pratiqués. Réduire. Sans doute que nous pouvons tous le faire. Réparer. Ah, sûrement qu'aujourd'hui, à l'obsolescence programmée, on voit que ben, c'est toujours d'actualité, mais petit à petit, on se pose quand même bien la question de comment la réduire. Réutiliser. Comment peut-on remettre au goût du jour? Comment peut-on proposer à d'autres les, les outils de seconde main sont totalement envisagés. Et le recyclage, bien sûr, aujourd'hui, c'est une question essentielle. Alors, la conception étant responsable, des formations conçues pour minimiser l'impact écologique. Et donc, l'e-learning a aussi un rôle à jouer dans la sobriété numérique. Et ici, vous avez cette formation, comme je l'évoquais, ces questionnements en tout cas. Comment ça se traduit la sobriété numérique dans la formation? Est-ce qu'on la questionne? Est-ce que nous avons des formats énergivores que nous allons diminuer? Est-ce que nous allons nous intéresser à l'éco-conception? Est-ce que nous allons faire évoluer les mentalités et prêcher la bonne parole? Je pense que si l'on veut contribuer à cette forme de sobriété, ben, je crois que vous allez trouver dans ces informations-là sans doute de l'aide qui est intéressante. Allez voir absolument le site que Sarah Descamps a développé, educonnectimpact.com, un guide pédagogique pour éduquer à la sobriété numérique. Vous y trouvez des éléments de formation pour les enfants très jeunes comme pour des adultes. Vous trouvez toute une série de thématiques par rapport auxquelles on peut se questionner concernant nos pratiques. Vous allez trouver un référentiel de compétences concernant la sobriété numérique. Enfin, voilà, toute une série, en tout cas, d'éléments qui sont regroupés sur ce site que Sarah a créé par rapport à cette question de la sobriété numérique. Donc, sensibiliser à l'environnement, c'est aussi créer des modules qui sont dédiés à ces questions de sobriété, de responsabilité numérique. Et enfin, et pas des moindres, si l'on crée des cours accessibles au plus grand nombre, pensons aux pays où l'énergie est moins accessible, où tous travaillent sur des supports qui peut-être sont moins performants que les nôtres, à partir du moment où il y a une forme d'éco-conception, il y aura aussi une forme d'inclusion qui sera favorisée.
on rendra plus accessibles les supports parce que moins lourds à télécharger, parce que plus sobres, parce que donc plus robustes et donc plus capables de s'intégrer dans tous les environnements. Nous en venons donc aux deux points de conclusion que je voulais vous soumettre. Le premier, c'est l'éloge des complémentarités. C'est un leitmotiv que je dispense à mes étudiants, je crois, tous les jours. Il n'y a pas une solution, il y a une combinaison complémentaire des différentes solutions. On avait dit tout à l'heure que l'intelligence, c'était favoriser l'interaction. Les outils numériques sont là. Comment favorise-t-on l'interaction entre l'être humain, les êtres humains, et ces outils numériques? Comment nos formations à distance ont-elles cette valeur-là? Favoriser cette interaction, et les outils sont là, avec leurs qualités et leurs défauts, pour que nous puissions favoriser cette intelligence en développement. Entre humains et outils, mais aussi entre humains autour des outils. Comment réfléchissons-nous, nous les humains, à ce que ces outils nous apportent ou pas? Et donc ça fait partie des questions sans doute fondamentales à nous poser par rapport à nos dispositifs, qu'ils soient de formation à distance ou autres. Et enfin, le numérique doit être utilisé pour augmenter l'intelligence humaine. Euh, c'est nous qui sommes sur les épaules de nos outils numériques. C'est eux qui nous élèvent, mais c'est nous qui sommes élevés. C'est un support, c'est une richesse supplémentaire. Mais c'est nous qui allons plus haut en tant qu'être humain. C'est le potentiel humain qui doit être développé et le potentiel technique, tant mieux s'il est là, mais je veux dire, c'est dans ce but-là, en tout cas, qu'il doit pouvoir nous servir. Voilà donc ce que j'avais envie de partager avec vous en termes d'illustration et d'un certain nombre de propositions. Eh bien, l'intelligence artificielle, mais pas que, a pu servir de support. Et bien sûr, avec toutes les garanties que j'ai pu obtenir concernant la qualité de ce que je présentais en termes d'idées ou d'images, la vérification nécessaire a été faite par rapport à cet ensemble euh, de, de- de prudence à avoir, d'éléments de prudence à avoir quand on utilise l'intelligence artificielle. Voilà, je crois qu'on en arrive à ce temps de questions et réponses et je vous remercie de votre écoute et de m'avoir invité et je suis tout à fait disponible pour discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Delièvre. C'était très intéressant et très, très pertinent aussi avec tout ce qui se vit actuellement. On a plusieurs questions dans le clavardage. Je vous invite, il n'est pas trop tard à en inscrire, toujours dans la discussion. Et si jamais il y a des gens qui ont envie là, de poser une question à main levée, c'est possible aussi. En fait, la première question que je vais vous poser, lorsque vous parliez de la mouche en réalité virtuelle, on nous demande à long terme, est-ce que la représentation créée en réalité virtuelle va demeurer ou elle reviendra à la représentation initiale? C'est-à-dire, elle reviendra à la présentation initiale? Euh, Je crois pas avoir bien entendu la question. C'est pas que j'ai pas compris, mais je pense pas avoir bien entendu. Lorsque vous parliez de la mouche, en fait, la question qu'on Oui, oui. par rapport à ça, c'est si la représentation, en fait, qui a été créée en réalité virtuelle, est-ce que c'est la représentation qui demeure ou les gens ont le réflexe de revenir à la représentation initiale, à la représentation qu'ils se faisaient au départ? Ah non, 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 bien sûr, c'est une évolution. Enfin, non, ils évoluent par rapport à la présentation. Donc, justement, il n'y a pas du tout cette idée. Enfin, oui, en gros, ils apprennent mieux parce que bah, ils se rendent compte, en fait, du degré de connaissance ou de méconnaissance qu'ils avaient de l'objet. Donc, je dirais que ce que nous avons testé pour l'instant, c'est simplement cette idée enfin, qui permettait aux individus de se plonger dans l'univers de la mouche et dans la mouche elle-même. Mais que là, ce sur quoi nous travaillons justement pour augmenter l'expérience d'apprentissage, c'est vraiment que associé à cette visualisation de la mouche elle-même, il y ait des zones de questionnement qui l'interrogent sur, tiens, va voir ceci,
tiens, est-ce que tu peux repérer telle chose? Et donc d'avoir vraiment oui, des interactions autres que je vais voir ce qu'il y a dans la mouche, mais des questions qui sont pensées par un enseignant en sciences et qui aura envie de diriger ses élèves vers certaines parties spécifiques de la mouche pour justement encore mieux améliorer sa connaissance de l'animal en tout cas. Quelqu'un qui commente à l'instant qu'en art, cela pose problème entre la taille d'un tableau et sa représentation numérique. Hmm. Euh, Est-ce que ça pose un problème, c'est ça, entre les deux? Non, en fait, c'est que la personne nous mentionne qu'en art, ça pose Ah, d'accord. la Ça pose un taille. problème, ah oui, hein. Ah oui, ça c'est sûr que la réalité virtuelle, c'est pas la réalité. Et donc, on est dans quelque chose qui est représenté et donc on perd une facette de la réalité. Ça, c'est sûr. Moi, je suis partisan de tout ce qui touche à l'information à distance et je pense qu'on l'utilise beaucoup et très bien, mais je crois aussi que euh, quand on voit quelqu'un, même qu'on a vu très souvent à distance, on découvre d'autres choses. Et donc, je pense que de nouveau, ce côté humain, ce côté social, ce côté contact, il est de nouveau complémentaire, c'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pour moi, sans doute les deux, et quand on utilise bien la représentation, quand on utilise bien la distance, euh, je dois... Ah, ma vidéo n'était pas activée, pardon, désolé. C'est pas grave. Euh, c'est quand on utilise bien la distance, quand on utilise bien la présence, quand on utilise bien la réalité virtuelle, quand on utilise bien la réalité telle qu'elle est en réalité. Enfin, voilà, je pense que c'est la combinaison de tous ces éléments qui renforce notre complémentarité des informations. Et moi, je crois fondamentalement à ça, en fait. Je crois à la complémentarité des cultures, enfin, de tout ce qu'on peut imaginer, en fait. Je crois que c'est ça qui est la force de l'être humain, c'est d'intégrer et de s'enrichir de la différence de l'autre. Tout à fait, très intéressant. Toujours dans la réalité virtuelle, en fait, on a quelqu'un qui nous demande que dit la recherche concernant l'impact de la réalité virtuelle en formation dans différents contextes, que ce soit la formation initiale, la formation des adultes. Euh, Euh, alors, aujourd'hui, je pense que concernant ces modalités de recherche, en tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup qui soient très développés du point de vue, on va dire, purement pédagogique. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, il y a une première dimension qui est celle de enfin, du vécu dans l'environnement. En quoi est-ce que l'environnement est apprécié, appréciable par les individus? Et c'est pas rien, parce que moi, par exemple, par rapport au casque de réalité virtuelle, je fais comme si j'étais dans un bateau et donc ça me rend malade très rapidement. Donc, c'est très compliqué. Donc, ça, c'est une vraie question. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment l'idée de en quoi est-ce que cet environnement, par rapport à celui de la réalité, ben, la question posée tout à l'heure, il est pertinent, il est adéquat. Et après, la qualité de l'apprentissage ou du parcours d'apprentissage dans ces environnements, je pense que c'est pas encore tellement étudié. Donc, si on a voulu développer à l'intérieur de ces environnements biologiques que vous avez vus là, les parcours d'apprentissage, c'est justement pour nous centrer sur ces parcours et ce qu'ils permettent de plus qu'une simple immersion, même si l'immersion apporte déjà beaucoup. Et donc là, je crois qu'il y a des dimensions recherche ouais, voilà, qui vont développer des choses par rapport à ça. Excellent. Donc, je vois les gens dans le clavardage ont beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je continue. On a encore quelques minutes. On nous demande en fait au sujet de la sobriété numérique. A-t-on une image claire de l'impact environnemental de l'utilisation de l'IA générative, d'images notamment? Je pense qu'elle est plutôt négative et catastrophique que positive et rassurante. Euh, Après, je pense que, comme on l'a évoqué, il y a ce côté de sensibilisation, c'est-à-dire est-ce que déjà on en prend conscience? Est-ce qu'on nous donne les bonnes informations pour savoir ce qu'il en est? Et donc, je crois qu'il faut demander ces informations. Je crois qu'en tant que citoyen, c'est important. Et puis après, comment on arrive à réguler? Enfin, c'est comme tout, c'est-à-dire il y a une forme d'excès
énergivore au départ. Enfin, quand on imagine les premières voitures qui ont roulé sur Terre, elles devaient consommer, j'en sais rien, mais des litres et des litres d'essence. Aujourd'hui, on peut réduire cette consommation. Donc, j'imagine, j'espère, que par rapport à ces questions de l'intelligence artificielle générative et d'autres, on va aussi trouver des solutions plus durables que les solutions actuelles. Mais oui, il faut effectivement se poser cette question et moi, je n'ai pas la réponse technique par rapport à ça, mais le questionnement est là. Oui, effectivement, toujours important de se questionner. Maintenant, question sur le thème des badges. On nous demande à quel point la motivation reste pour les badges. Quand on est rendu à plus là, de 200 badges, euh, comment la motivation reste là, en fait? Mais je pense que le badge, c'est pas l'accumulation qui est importante, c'est qu'est-ce que le badge signifie? Alors, moi, je pense que la version du badge qui est la plus intéressante, c'est celle où on s'octroie le badge à soi-même. Ça veut dire, eh bien, en fait, je me sens compétent dans tel domaine et voilà, je dis, et j'apporte la preuve parce qu'au badge, vous pouvez associer un certain nombre d'éléments. Après, qui va valider ça? Est-ce que mes collègues sont d'accord pour dire que je suis compétent, que ça suffit en termes de preuves, ce que j'apporte là? Enfin, alors là qu'on en est 200 ou 20, je pense que la démarche qui est celle, j'ai envie de montrer ce que je sais faire, ce dont je suis capable, ça me paraît plus intéressant. Par contre, l'autre démarche qui va être, j'ai réalisé 17 activités dans mon parcours et je reçois 17 badges, je ne suis pas sûr que ça soit aussi... Ben, en fait, on perd de l'effet du badge parce que ça devient banal, on va dire. Donc, je pense que c'est la singularité ou bien... d'ailleurs, nous, l'an dernier, quand on a utilisé les badges dans la formation NUMEFA que j'ai évoqué, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de badges. Et donc, on a réduit drastiquement parce que ça perdait de son sens, en fait. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre l'octroi de badges, voilà, et le nombre de fois que cet octroi doit avoir lieu. La Excusez-moi, mais qualité plutôt que la quantité. On nous, oui, bien sûr. on nous demande à quel endroit, en fait, on peut retrouver votre étude sur les badges. Ah, alors, ça, je peux vous l'envoyer en lien tout à l'heure sur le site de notre université. Ça fait partie d'une des publications, donc voilà, on pourra transmettre ça. Parfait, excellent. Puis toujours en restant dans la thématique des badges, on nous demande en termes de dématérialisation des certificats et attestations en faveur des badges numériques. Est-ce qu'il y a une limite à cette dématérialisation? Alors, la limite, ce sera une limite qui fera qu'à un moment donné, il serait plus lisible par un dispositif. Et donc, enfin, je crois que c'est comme le papier. C'est-à-dire, quand notre diplôme papier, il a pris l'eau et la poussière et qu'il s'effrite dans notre grenier ou dans notre cave, on n'a plus de diplôme non plus. Sinon, enfin voilà, les limites, elles sont les limites physiques, je crois, du badge ou du diplôme papier. Mais par contre, en termes de portabilité, demain, vous devez postuler un emploi, vous pouvez tout de suite montrer votre certification, votre diplôme. Vous ne devez pas aller à tel endroit pour le chercher. Enfin, a priori, les personnes qui acceptent ce mode de validation a un lecteur qui permet de lire votre badge et donc d'être sûr que. Et je crois qu'en termes, oui, d'employabilité, d'accès à l'emploi, donc ça peut être une facilité. L'autre chose que je crois par rapport au badge, c'est développer des micro-compétences. Et donc, l'accumulation de micro-compétences fait qu'on est... Et en fait, il n'y a peut-être pas de formation pour un grand nombre de micro-compétences combinées. Et ça, je crois que c'est une plus-value certaine. Je me forme là, là, là et là, mais l'ensemble fait que j'aurai l'équivalent d'un bachelier ou d'un master parce que... Voilà. Je vais y aller avec une dernière question. Donc, on dit
que les étudiants et étudiantes utilisaient principalement le chatbot de Moodle pour des questions en lien avec le contenu et l'organisation pédagogique de la formation. Comment éviteriez-vous les réponses erronées ou les hallucinations de ce genre de machine? Euh, D'abord, je pense que il faut vraiment. Enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Comment est-ce que il faudrait éviter. Attends un petit peu, j'y reviens. Comment Pardon, éviteriez- peut-être je peux la lire. il n'y a pas de problème. Comment éviteriez-vous les réponses erronées ou les hallucinations de ce genre de machine? Ah oui, oui, ok. Ah ben, en fait, comment dire, le chatbot qu'on a développé là, c'est nous qui intégrons les réponses, hein. Donc, c'est absolument pas un chatbot d'IA générative. C'est un chatbot qu'on a programmé. Et donc, on a défini un certain nombre de mots qui sont des mots, comment dire, déclencheurs. Et à partir des mots déclencheurs, on a un certain nombre de réponses qui sont finies. Et le travail intéressant, c'était de se dire, tiens, au fur et à mesure que la formation évolue, on se rend compte qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles on peut apporter des réponses, mais auxquelles le chatbot devra répondre la prochaine fois et pas nous. Et donc, il y a cette évolution constante du contenu du chatbot. Donc là, a priori, toutes les réponses, elles sont bonnes parce que, enfin, est-ce que l'être humain donne toujours de bonnes réponses? Je ne sais pas. Mais en tout cas, a priori, celles que nous avons introduites, s'il n'y a pas de bug, sont normalement euh, des réponses qui sont cadrées, quoi. C'est les nôtres. Donc, Parfait. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et cet après-midi pour vous, Monsieur Delièvre. oui. Tellement pertinente, tellement enrichissante.